Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, nous allons parler du débrief du salon Vivatech. On va également parler de Kick versus Twitch avec le mercato des streamers qui commence. C'est juste après l'intro, c'est parti. Alors les amis, aujourd'hui, pas mal de petites actus que je voulais vous partager. Je vais donc partager mon écran qui n'est pas connecté. On adore. Hop. Attendez 2 secondes. Tac. Voilà, ça va arriver. Magie. Ça met un peu de temps. Ça y est. Alors, on va commencer avec ce premier article du coup de France Info Métamédia. Je savais même pas, France Info, ils ont visiblement une section dédiée, dédiée sur de la... comment ça s'appelle, enfin, tech, on va dire. Et donc, ça s'appelle Métamédia. Blog collectif de France Télévisions qui décrypte les tendances pour comprendre les médias et les journalismes de demain. Ah oui, voilà, donc c'est plutôt les médias du futur. Bref. Donc on commence avec un article effectivement de Métamédia by France Info qui nous fait un petit résumé de ce qui s'est passé. Vous n'êtes pas sans savoir, donc il y a eu le salon Vivatech. Ouais, non, moi non plus, beaucoup dit, je connaissais pas. Salon Vivatech, du coup, donc, qui a été très fortement marqué par la venue d'Elon Musk, du coup, qui était présent en Europe et qui a commencé par la France. Je ne sais pas après s'il n'est pas passé par l'Allemagne ou l'Italie, je sais plus, bref. Il a fait un peu la tournée. Et donc du coup je me suis dit que ça serait intéressant de faire un petit focus sur quelques passages de cet article résumé par France Info effectivement, sur les grandes, voilà, ce qui s'est passé dans les grandes lignes, on va dire les choses un petit peu importantes et surtout qui nous concernent nous acteurs du numérique, parce qu'après il y a beaucoup aussi de choses dans le type hardware, etc., mais ça c'est moins notre ligne éditoriale. Donc on va faire effectivement un débrief par rapport à ça. Ensuite, autre article dont on va parler, l'éclaireur Fnac face à la grogne populaire, Reddit recule légèrement sur sa politique de prix de l'API. Donc on va voir, il y a certains cas, donc on avait parlé, Reddit, voilà, site assez connu, assez utilisé, qui a mis en place une politique de prix suite notamment à ce qu'avait fait Twitter. En ce moment, pas mal de subreddits, du coup, donc des gros forums, on va dire, qui font barrage et qui du coup empêchent des publications pour essayer de limiter le trafic sur le site et essayer du coup de se faire entendre auprès de Reddit. Et donc là, il commencerait à y avoir quelques réticences côté Reddit, on en parlera. Ensuite, on enchaînera sur un gros dossier, gros sujet. Je sais pas si vous avez vu passer ça. Donc, on parlait l'autre jour de Kik, justement. Salut Benta, comment ça va? On parlait justement de Kik, qui est donc la plateforme concurrente, on va dire, annoncée, l'une des plateformes concurrentes, parce qu'il y a eu d'autres tentatives déjà, par l'une des plateformes concurrentes, du coup, là, annoncée, et qui essayerait de détrôner, on va dire, la plateforme Twitch sur la partie streaming. Et donc Kik, voilà, je vous avais expliqué la dernière fois, qui vient avec une politique de prix bien particulière, qui rémunérerait mieux les streamers, qui serait beaucoup plus open au niveau des libertés. Mais en contrepartie, il faut savoir que derrière, c'est tenu par une grosse entreprise de paris en ligne, je crois, ou casino, je ne sais plus exactement. Voilà, enfin l'origine des fonds, je suis pas assez calé là-dessus, mais il me semble que c'est pas non plus hyper clean sur certains aspects. Je sais pas si, attendez, je sais plus par qui c'est tenu. Je vais faire un léger aparté. Ça sera pour ma petite culture personnelle. Kik, plateforme Wikipédia. Voyons voir. J'aimerais bien savoir qui c'est qui tient ça derrière. Bon, sinon on regardera. Mais en tout cas, je sais que ça fait pas mal polémiquer. Et donc là, rebondissement un petit peu dans l'affaire. On assiste à un début de mercato, exactement comme dans le football, entre Kik et Twitch. Kik a dépensé 100 millions de dollars pour s'offrir un gros streamer, XQC, donc voilà, un streamer assez connu, ce qui a donné des idées à d'autres streamers, et notamment à une streameuse, Amourante, que vous connaissez peut-être, qui est assez connue pour avoir vendu l'eau de son bain à des gens qui l'ont acheté, donc bon, visiblement c'est qu'il y avait un public. Et qui elle aussi s'est dit, tiens, bah, si jamais vous me faites un bon chèque, eh ben, moi aussi je viendrai bien sur votre plateforme. Donc voilà, on va parler de ça. C'est un peu le gros dossier et des conséquences que ça a eu, notamment Twitch
qui va reverser une commission plus importante aux petits créateurs avec un nouveau format d'abonnement, enfin un nouveau format de statut, on va dire, de streamer. Ça, c'est un article de Big Geek. Et donc, les articles précédents, il y en a un, c'est BFM TV, et l'autre, l'ADN, du coup. Ensuite, on enchaînera sur un autre dossier hyper je dirais, impactant. C'est Instagram qui déploie une nouvelle façon, on va dire, de créer du contenu, les canaux de diffusion. Alors, je ne sais pas si vous avez, vu ça passer. Est-ce que vous avez pu les tester peut-être vous-même en étant sur Instagram et vous êtes rendu compte que les gens que vous followez ont lancé leur propre canal. J'ai mon micro qui est... Je sais pas pourquoi le fil est hyper court, ça me dérange. Et donc effectivement, ce nouveau format, les canaux de diffusion qui a été déployé par Instagram, je crois que ça avait été déjà annoncé il y a pas mal de temps, mais là pour le coup, c'est en place, c'est en train d'être diffusé petit à petit, donc on va voir un petit peu tout ce que ça change via un article du blog du modérateur. Ensuite, on parlera d'un article aussi de Blog Nouvelles Technologies, les Google Domains qui ferment leurs portes et tous les actifs qui ont été vendus à Squarespace, donc Google Domains pour pouvoir acheter des noms de domaine tout simplement. On lira ce petit article hyper intéressant et pour voir un peu de quoi il en retourne. Et on terminera par une petite news également, sur WhatsApp, les messages vocaux, vous connaissez déjà, donc des espèces de petits messages que vous enregistrez et que vous envoyez. Et bien maintenant, il va y avoir l'équivalent en vidéo, donc exactement comme le fait Snapchat, c'est des vidéos un peu instantanées, assez rapides, on va dire, qui du coup devraient faire leur apparition. C'est plus ou moins un leak, hein, c'est-à-dire que c'est même pas un leak, mais c'est quelque chose qui a été découvert. C'est pas une annonce officielle, mais ça a été découvert par je ne sais plus quel média qui en gros est allé gratter un peu sur le code des bêtas et a vu passer des bouts de code sur ce sujet-là. Voilà un peu pour tout ce programme d'aujourd'hui. Mokuji qui dit Mercato des bannis et Avid vers Kik. Ouais, bah je sais pas, parce que moi je les connais pas très bien en fait ceux-là, hormis effectivement, la streameuse Amourante qui, je me souviens de cette histoire là où elle vendait l'eau de son bain, ce qui était complètement, totalement what the fuck. Mais bon, lui j'avoue que moi c'est pas forcément des streams que je suis, donc je connais moins. Mais bon, on en parlera, ne vous inquiétez pas. Alors attendez, avant de lancer quoi que ce soit, je vais juste mettre ma petite interface rapidos et puis on attaque le sujet tranquille. Tic tac, se connecter. Voilà. Et on est parti. Ok, donc on attaque du coup avec ce premier article les amis. Article donc de Metamedia by France Info qui nous parle un petit peu de Vivatech 2023, donc de ce qui s'est passé lors de l'événement Vivatech. Donc Vivatech est un événement plutôt voilà, c'est pour surtout les startups, beaucoup de tech, etc. Ça a été cette année vraiment placé sous le signe de l'intelligence artificielle, à l'image un peu de tout ce qui se pratique évidemment. Mais surtout cette année, un événement qui a été fortement marqué, on va dire, par la venue d'Elon Musk, en fait, qui était de passage en Europe. Hasard, je ne crois pas, ça devait certainement être calculé, et qui du coup a visiblement pas mal volé la vedette, on va dire, avec cette venue. Vivatech a vraiment explosé ses scores, et c'est ce que dit l'article aussi, détrôner potentiellement le CES de Las Vegas, qui est un peu l'équivalent, mais aux États-Unis. Pardon, j'ai pas lu tous vos commentaires. Ça va un peu nettoyer Twitch finalement. Ouais, je sais pas. En fait, c'est surtout que enfin, on en parlera, j'ai pas envie d'entamer le sujet, mais c'est quand même une grosse prise de risque de changer comme ça, surtout de parier sur des plateformes qui sont pas encore totalement stables, etc. Moi, je vais donner mon avis la dernière fois, hein, mais je vous en reparlerai quand on attaquera le sujet. C'est quand même très risqué ce qu'ils font, mais voilà, même si le chèque est très attrayant. Venta qui met yes, j'ai vu, ils font concurrence à Telegram. Alors là, tu parlais, j'imagine, de WhatsApp. Effectivement, c'est ce que... Bon, je vous lirai l'article, mais c'est ce qu'ils disent, que ils sont un peu obligés, ils peuvent pas rester sur leurs acquis, ils sont obligés de bouger parce que pas mal de concurrence, et notamment Telegram qui leur fait mal, quoi. Voilà. Twitter a déjà des communautés privées aussi. Ah, ça c'est pour la partie des canaux. Bah écoutez les amis, je vais pas me lancer parce que tous les sujets m'intéressent et je sais que si je me lance après, ça va être voilà, je vais perdre le fil. On va commencer avec cette petite article tranquille et puis après, si vous voulez, on enchaîne avec le reste comme ça.
on pourra en parler plus précisément. Alors, ce premier article, je le lis rapidement. Cette année, le grand salon de la tech européenne, Vivatech, a détrôné le CES Las Vegas, notamment grâce à la présence d'Elon Musk, qui a fait de sa visite un événement. Metamedia fait le point sur cette 7e édition. 150 000 visiteurs à la porte de Versailles. Oula, il y a un petit problème, je pense que ça va être 405 000, j'imagine, visiteurs en ligne. 2800 exposants, la 7e édition de Vivatech a franchi un record d'affluence, dépassant désormais le CES de Las Vegas, organisé par Publicis et les Échos. C'est hyper important cet aspect-là, vous verrez pourquoi. Le grand salon de la tech européenne s'est tenu du 14 au 17 juillet et a vu défiler Elon Musk, grande star de l'événement, Emmanuel Macron ou encore Yann Lequin, prix Turing et responsable de l'intelligence artificielle chez Meta. Et si je ne me trompe pas, je crois que ce monsieur, il est français, sauf erreur de ma part. Il me semble, parce que ça me... Oui, voilà, c'est ça. C'est un français. Donc, les grands points à retenir pour ce qui nous concerne. Donc, ce vendredi 16 juin, Vivatech a déroulé le tapis rouge au fantasque inventeur de Tesla, des satellites Starlink et des fusées SpaceX. Quelques bribes d'informations ont été lâchées au milieu de rires sardoniques. Donc, apparemment, l'ambiance était un peu électrique. Forcément, c'est un acteur très controversé du milieu de la tech. Donc, forcément, il y en a que ça a émoustillé. Elon Musk souhaite ainsi doter dès 2023 un être humain d'implants neuronaux de sa société Neuralink, qui vient d'obtenir le feu vert pour débuter des tests aux États-Unis. Plus tard cette année, nous ferons notre première implantation d'une puce chez l'humain pour quelqu'un qui a une forme de tétraplégie, a-t-il expliqué. Donc The Lord of Twitter a également annoncé vouloir renforcer sa stratégie autour des annonceurs pour le réseau social à l'oiseau bleu. À la directrice numérique et marketing chez L'Oréal, Asmita Dubey, qui l'interpellait sur la diminution prochaine des revenus publicitaires cette année, Elon Musk a annoncé avoir mis en place une nouvelle équipe comprenant parfaitement les attentes des annonceurs qui veulent que leur publicité soit placée à côté de contenus qui leur conviennent. Et pour certains contenus plus problématiques, il n'y aura pas de publicité. Là, je pense que ça fait écho. Récemment, je ne sais plus qui c'est, il y avait une affaire là-dessus où il y avait des annonceurs effectivement qui étaient partis de Twitter, qui sont revenus, qui dépassent de l'argent pour se faire, avoir des encarts publicitaires et qui en gros étaient placés à côté d'un contenu pas hyper clean, je sais plus ce que c'était, mais je sais qu'il y avait une affaire un petit peu là-dessus. Donc voilà ce qu'il annonce. Donc c'est pour ça que je vous ai dit c'est important le fait que ce soit organisé par les Échos et Publicis. C'est que en fait ce que dit grosso modo l'article, c'est que pourquoi Elon Musk était là, tout simplement parce que peut-être il veut essayer justement de redorer son blason vis-à-vis des annonceurs, vu que beaucoup d'annonceurs sont partis de Twitter. Et donc voilà, potentiellement ça peut expliquer le fait, ça peut expliquer sa venue, ça peut expliquer les raisons pour lesquelles il était présent. Donc voilà, il annonce une nouvelle équipe qui a été constituée pour la partie partenariat, qui cible très très bien les enjeux et les attentes, on va dire, des annonceurs. L'arrivée de Linda Yaccarino, donc ça on en avait parlé, ancienne présidente en charge de la pub chez NBC Universal en tant que CEO de Twitter, confirme par ailleurs l'importance de la publicité comme pilier financier du réseau. Donc voilà, nota bene, c'est vous savez l'article dont on avait parlé où effectivement il annonçait qu'il quittait le poste de dirigeant Twitter et qu'il mettait une autre personne. Salut Olivier, comment ça va? Coucou à toi. Et qu'il mettait du coup une autre personne à la place. Et c'est là qu'on s'était interrogé en se disant oui mais bon il va quand même garder un peu la main, il va mettre quelqu'un d'autre parce qu'il y aura une meilleure image, etc. Mais dans quelle mesure, ça sera un petit peu la question. Ça va. Ben super, très content de te voir ce matin. D'après le journaliste Nicolas Thompson, la présence même d'Elon Musk à Vivatech, temple de la réclame et du marketing, tout comme le CES de Las Vegas du coup qui est concurrent. Donc la présence même d'Elon Musk à Vivatech, organisée par Publicis, numéro 2 du secteur mondial de la pub, témoigne d'une volonté de voir les annonceurs revenir sur la plateforme après avoir cru pendant un temps au modèle par abonnement. Il réalise que alors ça c'est une citation, il réalise que la publicité est la voie que Twitter doit suivre. Le modèle basé sur l'abonnement est extrêmement difficile à mettre en place, ajoute le directeur de The Atlantic. Donc voilà, ce que dit un peu ce paragraphe, c'est que ce serait un peu un aveu, entre guillemets, alors d'échec ou pas, ça chacun est libre d'en juger, mais que en gros sa présence ici c'est pour dire bon ok, c'est bon, revenez,
essayer un peu d'aller draguer quelques publicitaires, quelques personnes qui sont en charge de gros budgets dans des entreprises et les faire revenir un petit peu sur Twitter parce que le modèle par abonnement uniquement, qui était un peu la target, on va dire, enfin la cible, le projet cible, peut-être que ça marche pas si bien que ça. Donc voilà, c'est un peu ce qui est, qui est mis en avant ici. Je termine vite fait l'article et puis je réagis. N'hésitez pas à poster évidemment dans le chat et comme ça on en débat juste après. Donc après sur le chapitre de l'IA, comment consolider nos champions de l'IA? On va continuer à investir beaucoup plus, a annoncé Emmanuel Macron. Il s'agit d'entamer la deuxième génération du plan IA, lancé en 2017 et doté de 1,5 milliard d'euros. En visite à Vivatech, Emmanuel Macron a ainsi annoncé 500 millions d'euros supplémentaires pour le développement de l'intelligence artificielle en France dans le cadre du dispositif IA Cluster. Nous devons faire émerger 5 à 10 clusters pour avoir 2 ou 3 pôles d'excellence au niveau mondial et créer des champions, a-t-il ainsi poursuivi. Je ne sais pas si vous êtes dans le milieu des startups en ce moment, mais on en parlait encore hier. Quand vous avez des demandes de financement ou autre, si jamais vous insérez le mot IA dans votre pitch, généralement vous avez de bonnes chances d'être financé. Et même c'est devenu quasi obligatoire, donc ça devient un peu du n'importe quoi, mais bon, peu importe. L'objectif est de consolider des pôles de formation et de recherche d'excellence nationaux, de leur conférer une envergure européenne, etc. Blablabla. En gros, il veut développer un petit peu plus l'IA. Un fonds d'amorçage de 50 millions est alloué pour ce projet. Pour l'heure, la France mise sur ces startups pour croître rapidement. La startup française Mistral AI, créée il y a seulement 4 semaines, elle a été créée. 105 millions d'euros qui ont été levés pour financer l'entreprise en 4 semaines. C'est balèze. Après, modulo le fait que je pense que c'est peut-être des gens qui sont à la tête de cette entreprise, qui sont déjà des gens du secteur. Le projet a dû être mûrement réfléchi. Voilà, on ne va pas s'arrêter sur ces chiffres de 4 semaines, 105 millions, mais pour vous dire quand même que l'engouement est là, quoi. Le jour même de l'adoption de l'IA Act au Parlement européen, Emmanuel Macron a également souligné l'importance de réguler sans brider l'innovation, tout en rappelant que l'IA ne doit pas devenir une arme de destruction massive. Il faut travailler avec les acteurs de maintenant, créer le bon cadre. Pour le président, le pire scénario serait une Europe qui investit beaucoup moins que les Américains et les Chinois, qui commencerait à créer la régulation. Ce scénario est possible. Ce ne serait pas celui que je soutiendrais, a-t-il estimé. Donc en gros, l'idée c'est que selon le président Macron, il faut commencer à réguler, il faut mettre de l'argent parce que si jamais en gros on prend du retard sur le continent asiatique plus largement et le continent américain, c'est eux qui risquent de dicter les lois du futur en fait, vu qu'on sait que l'IA va être très très impactante et du coup il faut qu'on ait un peu notre parole nous aussi européens. Pour le journaliste Nicolas Thompson, le type de règlement choisi par les gouvernements aura un impact considérable sur l'avenir. Y aura-t-il un petit nombre de grandes entreprises d'IA qui contrôlent la plupart des logiciels à la base des produits que nous utilisons, ou y aura-t-il de nombreuses entreprises et produits open source ouverts à différents niveaux? Le débat est ouvert. Donc c'est ça aussi le risque, c'est que si on laisse un peu s'échapper le secteur de l'IA et qu'on prend du retard en fait, le risque, c'est qu'on le voit aujourd'hui, beaucoup d'entreprises, même si en gros, imaginons que l'IA ne nous intéresse pas, on voit que beaucoup d'entreprises, beaucoup de boîtes de SaaS, de services, etc., de software, implémentent en leur sein de l'IA et risquent de baser beaucoup leurs services là-dessus. Donc, si jamais en fait on laisse un peu s'échapper ça, on risque d'être très très dépendant en fait et dicté un peu par tous les gros du secteur de l'IA qui ne seraient pas européens. Nota bene, faut quand même savoir qu'aujourd'hui beaucoup de sociétés tech tournent notamment sur du AWS ou sur du Azure ou ce genre de choses qui sont américaines. Donc on est déjà un petit peu dicté par ça de mon point de vue, mais bon voilà. Tac. Alors je termine là-dessus et puis après on débat un petit peu. Je vais réagir un peu. J'ai vu pas mal de commentaires passer. Le rôle, alors là j'ai trouvé ça assez intéressant. Il y a eu un petit laïus sur le rôle des médias à l'ère de l'IA générative et sur la désinformation. Je trouvais ça assez intéressant. À l'heure où tous les regards étaient tournés vers Elon Musk et les implants cérébraux, se tenait une conférence sur l'éducation aux médias à l'ère de l'IA. C'est bien la désinformation qui est au cœur de l'échange du coup des protagonistes qui étaient présents lors de ce débat.
Comme le soulignait Sonia Solomon, ou Solomon, je sais pas comment on dit, celle-ci produit les mêmes effets sur le cerveau que la cocaïne la première fois. Alors, elle parle de la désinformation en fait. C'est bien la désinformation qui est au cœur de leurs échanges et que du coup, ça produit les mêmes effets sur le cerveau que la cocaïne. La première fois, ça agite, mais à long terme, ça altère considérablement et de manière irréversible les capacités à émettre des jugements critiques. Qui alors pour prendre la responsabilité de ce qui est produit par IA puis diffusé sur les plateformes et comment éduquer les citoyens. Alors dire que ça a les mêmes effets que la cocaïne, c'est un peu fort. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, ou si c'est vraiment des études qui ont été menées, mais bon voilà. Il faut juste retenir qu'effectivement ça risque d'altérer le jugement et que trop de désinformation, à la fin tu sais plus trop qui croire et avoir un avis un petit peu avisé quoi. Une des inquiétudes pointées par Claire Lebovitch, je sais pas si ça doit se dire comme ça, est celle de la dividende du menteur. En effet, dans un monde où chacun peut générer de plus en plus facilement du contenu par IA, puis le diffuser et atteindre une audience importante sur les réseaux sociaux, s'ouvre le fait pour chaque utilisateur d'être confronté à un environnement digital qui doit être saturé d'informations et voire de fausses informations. Or, des études récentes ont montré que cet effet pouvait en réalité servir à des fins politiques mensongères et participer de manière manifeste à accentuer la défiance envers les médias. Et donc, il cite en fait un exemple pendant le Covid-19 au Canada, apparemment. Ceux qui avaient été exposés le plus à la désinformation étaient aussi ceux qui ont le moins suivi les recommandations officielles. Donc voilà, petit laïus sur la partie désinformation, on va dire, et fake news en fait, qui est au cœur de tous ces débats. Voilà. Donc très intéressant. Je ne vais pas rentrer dans tout non plus parce que voilà, j'ai zappé les paragraphes qui nous concernaient un peu moins. Et puis tout le côté voilà, un peu spectacle des gens qui étaient assez agités par la présence d'Elon Musk. Mais voilà un petit peu ce qu'il faut en retenir. Bon, c'est assez généraliste, mais en tout cas, voilà, déjà, ce qui est important de comprendre, c'est que la France, visiblement, de par l'intervention d'Emmanuel Macron, est très concernée par la partie IA et continuera d'investir un petit peu là-dedans, quoi. Alors, je regarde Mokuji qui mettait. Ah, il y a Timmy qui est arrivé, coucou à toi. Comme d'hab, Elon dit tout et son contraire à 6 mois d'intervalle. C'est un personnage. C'est un personnage. Après, est-ce que aussi il est arrivé avec une vision, puis là il s'est rendu compte que finalement c'était pas réaliste cette méthode par abonnement. Voilà, peut-être qu'il essayait de. Enfin, je veux dire, c'est quelqu'un qui a quand même un peu de bouteille en matière de gestion d'entreprise. Et peut-être cette notion de dépendance vis-à-vis des annonceurs, le fait d'être dépendant un peu de l'argent qu'ils veulent bien lâcher. Ça le dérangeait, il a voulu essayer de créer un média quasi autofinancé, seulement c'est pas si simple que ça, et puis surtout il y a de la concurrence quoi. Avec TikTok, avec plein d'autres formats un peu nouveaux sur lesquels il n'a pas forcément la main, il se rend bien compte que c'est pas si simple quoi. Olivier qui dit au moins il est très prévisible, il dit un truc, tu attends 6 mois, il fait son contraire, c'est ça. Il a viré la majorité des équipes de modération et fait revenir tous les bannis. Et maintenant, il veut rassurer les annonceurs que leurs pubs seront bien traitées, dit Mokoji. Et ouais, non, mais c'est voilà, c'est un personnage très controversé. Il y en a qui voient en lui un visionnaire, il y en a d'autres qui voient en lui quelqu'un d'affreux, quoi. J'ai pas d'avis là-dessus, moi. J'ai pas tellement d'avis là-dessus. Moi, ce que j'ai toujours dit, c'est que si effectivement, ce que je retiens en tout cas, moi, de son intervention depuis qu'il a commencé, c'est que on savait plus ou moins, c'est ce qui était un peu en fond de se dire que Twitter à l'époque et avant son rachat était financièrement parlant pas quelque chose de viable. Donc potentiellement, on pouvait s'attendre à ce qu'un jour ça disparaisse, quoi. C'est un peu ce qui se tramait là. Est-ce qu'il vaut pas mieux quelqu'un qui tente quelque chose et qui essaye de préserver le plus d'emplois que de juste attendre que ça s'écroule et que tout le monde se casse? Voilà, après clairement sur ces façons de faire, c'est très contestable. Mais voilà, si à terme Twitter devenait une plateforme qui soit viable et saine, ce qui n'est pas encore arrivé, quoi, ça resterait quand même une intervention fructueuse à long terme, quoi, je pense. Mais bon, après on peut en débattre. Hein.
Olivier qui met l'IA est le nouveau buzzword qui remplace le cloud d'hier. Ah, mais de toute façon, il y en a toujours eu. Il y a toujours eu des buzzwords comme ça. Il y a eu le métaverse avant, il y a le Web3, il y a toujours eu, il faut toujours qu'on soit dirigé par quelques mots un petit peu comme ça. Là, l'IA, je trouve quand même que ça dure. Ça dure pas mal. J'espère que ça va commencer à se calmer parce que, bah, je te dis, on en parlait encore hier. Je sais plus, c'était en interne chez PicBeam. Et où en gros, je sais plus, je crois que c'était une entreprise qui était là-dedans ou une startup qu'on connaît, peu importe, qui en gros faisait des demandes de financement. Et en fait, en gros, ce qu'on leur disait, c'est qu'il fallait qu'il y ait de l'IA dans leurs produits, quoi. Donc en fait, c'est hyper. Enfin, je trouve ça débile et contre-productif au possible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ton produit va être dicté par ça, quoi. Va être dicté. Enfin, les financements vont permettre à ton produit de vivre et du coup, tu vas devoir créer ton produit en fonction de ce qu'on attend, en l'occurrence de l'IA, quoi. C'est voilà. Moi, ça me paraît assez what the fuck, mais bon, je sais pas s'il y a que moi que ça choque, mais ça veut dire que t'es pas du tout dirigé par un besoin, mais plus par ce qui fait bien au moment où, tu vois. Et en fait, pour moi, c'est contre-productif au possible parce que le but d'un produit, que ce soit un produit SaaS, que ce soit quel qu'il soit, c'est avant tout de répondre à des besoins, quoi. Donc, mettre de l'IA pour mettre de l'IA, ça sert à rien, quoi. Mais bon. Olivier qui met le cloud a duré 15 ans facile. 15 ans, putain, si on est parti pour 15 ans d'IA, moi je vais jamais tenir, hein, je vous le dis. Franchement, je vais jamais tenir. T'imagines bien que l'IA va faire pareil? Ben, je sais pas. Je sais pas. Et puis après, moi, ça me fait rire parce qu'encore une fois, je pense que c'est quelque chose. Salut Sony, comment ça va? Coucou à toi. Ça me fait pas mal rire aussi parce que on parle d'IA, mais en réalité, l'IA, je pense que c'est des trucs qui existaient déjà. C'est juste que là, on a démocratisé, on a marketingé ça. Voilà, on essaye de faire vendre, etc. On a rendu ça grand public. Mais en réalité, il y avait déjà de l'IA il y a bien longtemps, hein. Dans vos smartphones et tout, ça fait un bail qu'il y en a. Et enfin, voilà, faut relativiser le truc, quoi. Faut se calmer, hein. J'en peux plus d'Atomisty. Mokuji qui dit c'est comme ça que fonctionnent les financiers et les actionnaires. Ils sont motivés que par le buzz car ils n'y connaissent rien. C'est triste. C'est un peu triste parce qu'en fait, à l'arrivée, mais c'est à l'image de tout, hein, je vais te dire, les médias c'est pareil, hein. Aujourd'hui, les gens, il y a plus de trafic sur des. C'est pas une critique, hein, parce qu'à la fois, c'est des gens qui ont réussi à construire des business models qui sont tout à fait voilà, aujourd'hui viables, etc. Mais tu regardes les gros streamers ou les gros youtubeurs, par exemple, ça va plus être du divertissement et des gens qui vont faire, je sais pas moi, des opérations. Que vraiment des gens qui vont apporter de l'info, tu vois. Le concept de base d'Internet à la base, c'était quand même le partage d'informations, c'était voilà, essayer de mutualiser en fait un endroit dans lequel tu pouvais avoir accès à de l'info, tu pouvais t'instruire, etc. Je pense que c'est un peu la vision, entre autres, de Tim Berners-Lee, voilà, et toutes ces personnes qui ont été un peu, qui ont été un peu qui ont accouché, on va dire, d'Internet et de tous ces concepts. Et aujourd'hui, en fait, Internet est très dirigé par le divertissement, par la fake news, voilà, par le côté un peu voyeurisme, etc. Bon, c'est un peu triste. Après, je joue un peu les vieux cons, hein, mais c'est comme ça et c'est pas grave. Et à la limite, je m'y suis fait, tu vois, l'idée de me dire, même tu regardes sur Twitch, tu regardes sur tout ça, il y a des fois, tu as des streams ultra intéressants de gens très calés, ou sur YouTube. Genre, je suis tombé sur d'ailleurs très bonne vidéo. Sony, tu es par là, il faut que je te parle de cette vidéo parce qu'elle est excellente. Je me suis fadé une vidéo de Friends of Figma. Si vous connaissez pas, c'est super ce qu'ils font. Friends Figma, c'est une espèce de asso ou je sais pas quoi qui est plus ou moins lié on va dire, à Figma. C'est pas quelque chose de Figma officiel, mais voilà, ils travaillent ensemble. Et je suis tombé sur une vidéo, celle-ci, grâce à mon ami JP qui est peut-être présent dans le chat, je ne sais pas. Tac, attendez, il faut que je vous partage, sinon vous ne savez pas voir grand-chose. Donc Friends of Figma, ils sont sur YouTube. Donc effectivement, c'est une communauté pour les passionnés de Figma et plus généralement de design produit, de design en général. Et je suis tombé sur cette vidéo qui n'a fait que 404 vues alors qu'elle est terriblement intéressante, d'une boîte qui s'appelle Source à Paris, que vous connaissez peut-être, je ne sais pas. Ils sont spécialisés dans le design, voilà, ils font du design en général, beaucoup de UI, etc., beaucoup de produits ou de SaaS.
mais pas que. Et en fait, ils expliquent tout leur workflow. Ils ont mis en place un truc qui s'appelle, alors je sais plus comment est-ce qu'ils me l'ont appelé déjà. Alors ils disaient c'est pas un design system, c'est pas ils appellent ça un starter kit de mémoire. Et où en gros ça leur permet de assez rapidement, je partage le lien dans le chat parce que sinon je vais jamais le faire, ça leur permet en fait d'être beaucoup plus rapide en fait sur la mise en place d'un projet avec des clients. C'est-à-dire qu'en gros ils ont fait une espèce de starter kit dans lequel, en gros, leur workflow, c'est ils vont faire tout ce qui est moodboard, machin, ils vont commencer à designer des interfaces, et une fois qu'ils auront 2-3 interfaces qui ont été validées par le client, ils ont cette espèce de starter kit avec quelques quelques design tokens, donc vraiment des éléments atomiques, on est hyper bas, on va dire, dans la conception atomique de l'interface, et qui sont très agnostiques, et du coup, ils adaptent en fait tous ces composants-là pour avoir en fait une espèce de mini UI kit très très rapidement et décliner toutes les interfaces dont ils ont besoin très très rapidement. Donc ça par exemple typiquement hyper intéressant, et pour autant c'est une alors que Figma c'est quand même quelque chose d'assez réputé notamment en France, et pourtant c'est une chaîne YouTube qui a 277 abonnés, ce qui est ridicule en fait, et ils font des 100, 200 vues, 300 vues, alors qu'il y a des gens qui je pense vont payer des écoles très cher, à coût de 5 000, 10 000 euros l'année, pour du savoir que tu peux retrouver sur ce genre de truc, quoi. Donc aujourd'hui, le web, c'est un peu dirigé par ça, malheureusement. C'est plus le divertissement que réellement et concrètement de l'information à valeur ajoutée, etc., quoi. Mais bon, c'est pas grave, après, y a pas de... on s'en fout, quoi. Je rattrape les coms, je suis désolé. Tac, tac, tac. Olivier qui met surtout qu'aujourd'hui, il n'y a que 2 ou 3 entreprises qui sont les sources ChatGPT, DALL-E, Midjourney. Ouais. Non, c'est sûr, pour le moment, c'est assez dominé. Mais après, comme je te l'ai dit, de toute façon, quand bien même il y aurait quelqu'un d'autre, si en gros c'est basé sur des serveurs Amazon ou ce genre de truc, est-ce qu'il y aura quand même pas une forme de dépendance aux États-Unis, tu vois? C'est pareil, quoi. Sonic, mais je le vois aussi en préparant mes jeudis. L'IA, c'est le sujet que j'ai le plus, mais il y a aussi un bon 70% de bullshit qui se disent outils avec IA, alors que globalement, il y a juste un algorithme un peu comme... Ah non, mais c'est clair. C'est clair. Ça, là, tu prêches un convaincu. Hein. Moi, mon Feedly, j'ai un article sur 2. Et encore, ça s'est calmé un peu là. Mais j'avais un article sur 2, c'était que ça, quoi. Mais pour rien dire à des fois. Hein. Vraiment, hein, c'est insupportable. Mais toi, effectivement, qui partage des outils et des ressources, j'imagine que tu vas en voir passer sur Product Hunt, c'est que ça, quoi. Des trucs à base d'IA. Ouais, on a utilisé une IA pour trouver le meilleur collier pour ton chien en fonction du nombre de fois où il a aboyé, quoi. Enfin, tu vois, on en est là, quoi. C'est ce genre de... Je grossis, mais tu vois l'idée. Mokuji qui dit Internet ne cultive que ceux qui sont déjà cultivés, je pense. Chacun choisit ce qu'il regarde. Ta remarque est intéressante, en ce sens que si je projette par exemple sur un média plus traditionnel comme la télé, probablement que les gens choisissent un peu de regarder ce qu'ils veulent. Il y a toujours malheureusement des chaînes 100% dédiées, enfin je dis malheureusement, mais chacun est libre de regarder ce qu'il veut, hein. Il y a toujours des chaînes, 1 ou 2 chaînes 100% dédiées à de la télé-réalité. Donc effectivement, comme tu le dis, je pense que c'est aussi en fonction du choix de ce que vous regardez. Autre exemple que j'ai en tête, Twitter. Il y en a beaucoup qui me disent ouais, Twitter a beaucoup de bullshit et tout. Personnellement, j'ai des comptes qui sont dédiés sur certains sujets. Je suis ultra select. Alors j'ai des comptes qui sont, j'ai 1 ou 2 comptes qui sont vraiment pour la partie commu, pour communiquer, etc. sur ce que je fais. Et j'en ai 1 ou 2 sur lesquels je ne communique pas du tout, mais qui sont faits uniquement pour mes veilles et sur lesquels je suis ultra précis sur les comptes que je suis, sur les likes que je fais, donc vraiment sur chacune des actions, et à l'arrivée j'ai des feeds qui sont ultra clean. Pas parfait, mais quand même très clean. Donc ça, effectivement, je suis d'accord avec toi, ça dépend un peu de l'utilisation que tu en as, quoi. Et comme Bootstrap JS où tu demandes... Alors c'est un peu différent, Olivier, je comprends ta remarque sur le fait Bootstrap et tout, mais c'est vraiment... en fait, ils ont... Là où Bootstrap, par exemple, tu vas arriver, tu vas utiliser des composants déjà faits et visuellement, ça sera la même chose. Eux, ils ont vraiment fait un starter kit
très très agnostique, avec pas énormément, peu exhaustif, c'est ce qu'ils expliquent dans la vidéo, c'est-à-dire qu'ils veulent pas faire un truc avec beaucoup de composants comme tous les starter kits que tu peux voir, ils font vraiment des choses très très basiques, genre boutons, labels, des inputs, des formes, enfin voilà, les choses très très basiques, et justement ils l'ont pas fait très, exhaustif, parce que leur but c'est pas d'avoir un truc qui en gros se ressemblera d'un client à l'autre, c'est de partir de quelque chose en fait de relativement avec quelques composants déjà dynamisés pour essayer de ne pas avoir à refaire tout, etc. Mais qui après va vivre sa vie un peu, tu vois. C'est-à-dire qu'il va y avoir, mettons, 4 projets, imaginons, qui vont partir de ce starter kit. Ces 4 projets qui, une fois qu'ils auront vécu un peu leur vie, tu verras pas du tout qu'il y a un lien entre. Sauf que eux, ça leur fait une bonne base en fait très agnostique pour pouvoir commencer en fait et gagner un petit peu du temps sur l'industrialisation de leur design. Voilà. Donc c'est ultra intéressant, moi j'ai trouvé ça trop bien, j'ai partagé le truc à une personne que je connais qui est dans le design et tout. Vraiment leur approche elle est très très cool et je me suis régalé cette vidéo vraiment. Donc voilà, encore merci JP. Tac tac tac, en soi c'est pas mal comme audience, dit Sony. Alors je sais pas si tu parlais de la chaîne YouTube, mais moi je trouve ça trop peu par rapport quand tu connais en France, la communauté Figma est quand même super énorme et des trucs comme ça c'est quand même hyper intéressant et je comprends pas qu'il n'y en ait pas plus qui... Mais bon voilà, c'est un débat infini quoi. La majorité des internautes ne sait pas chercher l'info. Alors ça c'est une remarque qui est assez intéressante aussi. Et c'est vrai, moi je sais que souvent j'ai cette remarque qui m'est faite, notamment ma compagne, elle me dit souvent quand elle a des besoins, des recherches, des trucs à faire, elle me dit ouais mais tu peux chercher parce que toi tu cherches mieux que moi. Ça je pense que c'est un truc qui s'acquiert, moi que j'ai acquis en tout cas en étant dev, mais après je pense qu'il y a plein d'autres façons de l'acquérir. La bonne recherche de l'info, j'arrive pas à tout, mais c'est vrai qu'il y a des fois j'arrive à être à peu près pertinent dans mes recherches et à trouver ce que je veux. Mais ça c'est à la portée de tous quoi après, hein, c'est t'apprends sur le tas quoi. C'est pour ça que j'essaie de regarder un œil très ouvert partout pour trouver les petites perles, dit Olivier. Ah ouais non mais il y en a des perles là, t'inquiète. Hein. Salut Bois, comment ça va? La page d'accueil de Product Hunt c'est que ça, et juste avant ils avaient que des trucs autour de Midjourney. Ah ouais non mais ça doit être l'enfer, ça doit être l'enfer. Vraiment, Product Hunt c'est très cool sur certains aspects, mais depuis qu'il y a débarqué, ça va être dur. Voilà. Alors, les amis, on va enchaîner du coup avec l'article suivant. Juste avant de parler de Kik, du coup, et du mercato Kik, on va parler de cet article que j'ai trouvé intéressant aussi, de l'éclaireur Fnac. L'éclaireur Fnac qui nous parle du coup de l'affaire Reddit. Donc voilà, Reddit, je vous en ai déjà parlé. Hein, c'est pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, Reddit, voyez-le un peu comme une espèce de réseau social orienté forum. Voilà, beaucoup de forums. Et qui récemment a annoncé du coup stopper en fait l'accès à son API de façon gratuite. Donc on ne peut accéder à l'API de Reddit que de façon payante. Alors je ne sais pas si c'est déjà en place ou pas, mais en tout cas c'est ce qui est en cours. Donc évidemment ça a provoqué une levée de bouclier chez pas mal de personnes. Et notamment les clients Reddit, donc voilà, les espèces de, on va dire de logiciels ou d'applications mobiles ou de sites internet qui en fait ont leur propre interface et s'alimentent en fait via Reddit. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui par exemple n'aiment pas l'expérience qu'on a quand on est sur Reddit et du coup développent leur propre interface. Sauf que le contenu, c'est Reddit quoi. C'est juste qu'ils font eux-mêmes leur propre interface. Donc on avait parlé un petit peu de tout ça. On avait dit que effectivement il y a eu voilà, notamment on parlait d'Apollo qui est assez connu, avec je crois qu'il y a une ou deux personnes qui sont derrière Apollo, je crois, peut-être même une seule personne, et qui disait que Apollo allait tout simplement stopper parce qu'en gros on leur annonçait je sais plus combien de milliers de dollars à payer par mois et que c'était juste pas tenable. Donc, attendez, il faut que je remette mon mode de concentration pendant une heure qui s'est désactivé. Donc du coup, il y a eu effectivement une levée de bouclier, pas mal de personnes qui se sont opposées à ça, et des subreddits, donc c'est-à-dire des... comment dire, Reddit ça va être le forum on va dire, et les subreddits ça va être des sujets en fait qui sont traités au sein du forum. Et donc effectivement il y a certains subreddits qui sont très gros, qui amassent beaucoup de gens et beaucoup de trafic, et dont les modérateurs ont dit nous on ne laisse plus passer aucun post tant que cette affaire n'est pas un peu voilà, n'est pas réglée. Il y a un autre aspect qu'on n'avait pas forcément vu, parce on pensait effectivement aux clients Reddit et à l'expérience que pouvaient procurer d'autres clients Reddit, mais il y a aussi d'autres
aspects qu'on n'avait pas vu, notamment sur la partie accessibilité, puisque il y a aujourd'hui des clients Reddit qui sont dédiés, par exemple, à des personnes en situation de handicap, déficients visuels, etc., etc. Et donc, c'est un peu de ça que parle un peu cet article, et surtout du fait que face un peu à la grogne populaire, hein, comme le dit l'éclaireur Fnac, Reddit commence un petit peu à reculer sur cette idée de politique de prix. Donc je lis rapidement, mettez vos commentaires du coup dans le chat et puis j'y reviendrai dessus. Donc l'article dit ceci: le gigantesque réseau communautaire Reddit a donc accepté de revoir légèrement ses conditions d'accès à son API face aux nombreuses plaintes des communautés. L'entreprise aurait décidé de laisser son accès gratuit aux applications dédiées à l'accessibilité, mais les concernés ne sont pas encore convaincus. Il y a quelques jours, nous évoquions le message inquiet du créateur de l'application smartphone Apollo pour iOS face à la mise en place d'un prix d'accès à l'API de Reddit. L'homme, donc c'est effectivement une personne qui est derrière ça, l'homme annonçait qu'en l'état, il ne pourrait pas tenir financièrement la cadence si Reddit campait sur ses positions. Cela soulevait la question pour de nombreuses autres applications tierces qui offrent une expérience alternative de Reddit. Parmi celles-ci, les applications dédiées à l'accessibilité des personnes en situation de handicap. Les modérateurs du subreddit Blind ont eux aussi publié un long message faisant part de leur embarras face à cette nouvelle politique tarifaire. Pour eux, cette politique soi-disant mise en place pour empêcher les différentes IA de récupérer gratuitement des données pour s'entraîner, parce que le début de la polémique c'était ça, hein, c'était que Twitter était passé en fait en mode payant sur ses API parce que il y avait le constat que beaucoup d'intelligence artificielle entraînaient leurs données, voilà, et récupéraient, pompaient en fait l'ensemble de l'API de Twitter ou de l'API de Reddit ou autre pour entraîner leurs IA. Du coup, ils ont dit ok, on passe ça en payant. À la fois, évidemment, ça les arrangeait bien parce que niveau modèle économique, c'est beaucoup plus intéressant. Et du coup, ça avait commencé comme ça et Reddit avait fait plus ou moins pareil. Donc pour eux, cette politique soi-disant mise en place pour empêcher les différentes IA de récupérer gratuitement des données pour s'entraîner porterait préjudice aux applications de lecture d'écran. Ça, c'est vrai qu'on n'en a pas encore parlé, comme Reddit for Blind par exemple, ou Luna for Reddit, essentiel pour les personnes malvoyantes. Cela n'affecte pas, alors ça c'est une citation, hein, cela n'affecte pas simplement votre capacité à accéder à Reddit de manière fluide, efficace et personnalisable. Nombre d'entre nous dans l'équipe de modérateurs sommes aveugles et nous dépendons de ces applications tierces pour nous assurer que cette communauté reste un endroit sûr, fun et productif. Donc ça c'est ce qu'on peut lire un peu dans leur message alors je pense que c'était, à mon avis, ça devait être les modérateurs effectivement du subreddit Blind. Donc Reddit répond mais ne convainc pas. Le message indique également que les modérateurs ont pu échanger de nombreuses fois au téléphone avec les équipes de Reddit sans toutefois obtenir d'avancées sur le sujet. Un porte-parole de l'entreprise a fait une déclaration hier auprès du média The Verge déclarant que Reddit laisserait gratuit l'accès à son API aux applications non commerciales et qui, je cite, répondent à des besoins d'accessibilité. Fin de citation. Une réponse qui ne convainc toutefois pas les modérateurs du subreddit Blind, qui demandent plus de précision sur les termes non commercial et besoin d'accessibilité. Ça, c'est effectivement pas suffisamment précis sur voilà, la façon dont ils énoncent ça. En outre, les modérateurs ont décidé de maintenir leur participation à l'arrêt des subreddits prévus du 12 et du 14 juin, donc c'était il y a quelques jours. Pendant 2 jours entiers, de nombreux subreddits rendront inaccessible leur page à la lecture et à la publication du contenu, une manœuvre à grande échelle dans l'espoir de mettre la pression sur la direction de Reddit et obtenir des concessions de la part de l'entreprise. Voilà un petit peu pour le bilan du coup de ce recul potentiel, on va dire, de Reddit, et donc Reddit qui reviendrait un petit peu sur ces termes-là. Et après, voilà, pour compléter tout ça, moi c'est vrai que c'est ce que j'avais dit un petit peu la dernière fois, c'est que je trouve ça un petit peu quand même, je trouve ça pas très intelligent de la part de Reddit, parce qu'en fait, tous les clients qui exploitent leurs API, les clients Reddit, donc les interfaces, pour moi, contribuent aussi à l'émergence de l'utilisation de ce réseau, quoi. Et c'est un petit peu comme si tu avais... qu'est-ce que je pourrais faire comme comparatif ? Je sais pas, c'est comme si par exemple tu avais une personne, tu as un magasin, tu as un client à toi qui est fan de tes produits, qui va en parler partout. Et en fait, tu vas lui imposer un prix plus cher, ou enfin j'en sais rien, tu vois, un truc complètement qui nous paraîtrait aberrant dans la vie de tous les jours.
et qui en fait, te fait de la pub, tu vois, et t'apporte du trafic à la base. Donc voilà, je trouve ça un peu aberrant. Alors Olivier qui nous a mis quelques remarques là-dessus du coup. Tac tac tac. Reddit a donné 30 jours pour se conformer, là où Twitter a mis au total 18 mois. Ouais, c'est vrai que c'est beaucoup plus, t'as moins de temps quoi. Ça a été beaucoup plus soudain. Le dev d'Apollo a fait le calcul, il devrait payer. Ouais, c'est ça, c'est ce qu'on avait énoncé effectivement la dernière fois, Olivier. Ouais, il devait payer 20 millions de dollars par an s'il voulait avoir accès à l'API, ce qui n'était pas possible. D'ailleurs, je crois qu'il comparait avec un autre réseau dont il exploitait l'API qui lui faisait payer une somme ridicule par rapport à ces 20 millions quoi. Si pas d'API, tu vas voir le nombre de scrappers qui vont passer sur le web, ça va être pire. Ouais, ouais, c'est sûr. Oui, oui, il y aura toujours un moyen de toute façon. Conséquence du blackout, baisse de 6% du trafic. Alors 6%, je pense que là, comme ça paraît pas beaucoup, mais à mon avis, à l'échelle de Reddit, ça doit faire un trafic assez énorme. Après, je sais pas quel est leur modèle économique, je sais pas sur quoi est-ce qu'ils se rémunèrent. Est-ce que c'est du placement publicitaire ou autre, j'en sais rien. Enfin voilà, je voulais revenir du coup un petit peu là-dessus, on va pas y passer 2 heures, mais sachez qu'effectivement ça continue à pas mal bouger sur cette affaire Reddit. On enchaîne très rapidement du coup avec The Dossier, le dossier du jour qui a fait couler beaucoup d'encre et un espèce de mercato, on va dire, qui se lance, mercato du streamer. On va voir ça ensemble, on va commencer avec ce premier article de BFM TV. Je lis vos commentaires. Olivier qui met je vois une pub sur chaque article et dans le feed tous les 0 posts. Ouais, bon, en gros, c'est de la pub. Ok. Si les dirigeants de Reddit, d'Imokuji, prenaient des bonnes décisions en général, ça se saurait. Ce forum est quand même un des réseaux sociaux les plus toxiques. Ah ouais, non, mais Ah, tous les 10 posts, ok. Non, non, mais moi, je suis pas assez utilisateur de Reddit. Malheureusement, j'ai pas trop pris le pli, même si je pense qu'il doit y avoir des choses, j'imagine, intéressantes. Mais bon. Bref. Alors, on enchaîne du coup avec cet article effectivement de BFM TV. BFM TV Tech Co pour être plus précis. Qui nous parle effectivement de cette ce nouveau mercato qui s'est lancé. Streaming, Kik dépense 100 millions de dollars pour s'offrir XQC, la star de son concurrent Twitch. Donc voilà, l'idée de base c'est ça, on en a parlé la dernière fois, j'ai un peu évoqué le sujet. Kik, c'est un peu le sujet au cœur de tous les débats dans la communauté Twitch et notamment au niveau des streamers. C'est une alternative en fait qui a émergé il y a quelques temps et qui en fait se veut. Alors leur politique, c'est bon, déjà en termes, commençons par la base, en termes d'interface, ils ont clairement pompé exactement l'UX de Twitch. Comme ça, au moins, c'est beaucoup plus facile pour l'adoption. Les gens connaissent déjà, vous voyez. Donc là, je suis sur kick.com. C'est complètement pompé. Donc on a effectivement la barre sur le côté. On peut afficher plus. Voilà, on peut parcourir. Enfin, vraiment très, très, très proche, pour pas dire copier-coller, de ce qui existe sur Twitch. Ensuite, en quoi est-ce qu'ils se différencient? Ils annoncent... alors, il faudrait que je revérifie mes chiffres, mais de mémoire... ils annoncent un truc style en termes de rémunération en fait, tout ce qui est dons, etc. Il faut savoir qu'actuellement, sur Twitch, quand vous streamez, si vous passez, donc il y a un premier statut qui est affilié, vous récupérez 30% des abonnements, donc 70% qui va dans la poche d'Amazon. Si vous passez partenaire, donc partenaire, il faut avoir au moins 70 viewers de moyenne, plus d'autres critères, mais le critère le plus compliqué, c'est ça, c'est 70 viewers de moyenne sur vos streams dans les 30 derniers jours. Je crois de mémoire que vous passez à 50-50, il me semble. Et ensuite, il y a des accords spéciaux pour certains partenaires un peu, voilà, les plus gros, on va dire. Ils vont généralement être premium, en fait, être partenaires premium, et ils vont négocier en fait d'autres pourcentages. Et de mémoire, il me semble que ces gens-là, c'est du 70-30 de mémoire. D'ailleurs, je vais juste après vous parler donc d'un article de Big Geek où effectivement il y a un nouveau statut qui va apparaître et qui va permettre à d'autres personnes de profiter justement de ce 70-30. Bref. Du coup, Kik arrive et dit nous en fait on va alors de mémoire je crois qu'ils affichaient que il fallait leur reverser que 5% des dons ou des
non pas des dons, 5% des abonnements, et que les streamers prenaient 95%, ce qui est énorme. C'est un peu ce qui a fait le buzz, surtout que dans ce même temps, Twitch était en train en gros, de dire qu'ils allaient commencer à toucher aux partenariats, on va dire, qui sont faits par les gros streamers, puisque effectivement, quand vous êtes streamer, vous touchez de l'argent de Twitch, mais après, ce qui est le plus intéressant financièrement parlant, c'est de faire de la sponsor, deal dans lequel n'intervient pas Twitch, évidemment. Donc du coup, ça a beaucoup fait parler, Kik a pris pas mal d'abonnés, et donc là, en fait, il se lance un petit peu dans une espèce de mercato comme au foot, pour aller recruter des espèces de rockstars du streaming. Et donc ça a commencé avec une première offre effectivement de ce jeune homme, XQC, qui est donc un streamer assez connu. Donc je vais commencer à lire l'article. C'est l'un des streamers les plus populaires de Twitch, le Canadien XQC Félix. J'arrive pas à prononcer son nom, c'est quoi? Langiel? Ouais, ça va être ça. Félix Langiel, son vrai nom, est regardé chaque jour en moyenne par 55 000 personnes sur Twitch. À 27 ans, il fait partie des têtes d'affiche de la plateforme de diffusion en direct d'Amazon. C'est pourquoi Kik s'est offert ses services, selon ce que relate le New York Times. La nouvelle plateforme concurrente du très installé Twitch a mis la main à la poche pour rendre vert son rival. On appréciera au passage l'humour, rendre vert son rival, puisque c'est leur DA qui est verte. Au total, un contrat de près de 100 millions de dollars. Alors je crois que c'est 70 millions plus 30 qui sont... Enfin, genre 70 fixes, plus il y a une histoire comme ça, bref. Un contrat de près de 100 millions de dollars a été signé pour 2 ans entre la plateforme détenue par le groupe de casino en ligne Stack, donc Stack pour les paris, et XQC. L'objectif pour Kik est de s'accaparer les près de 12 millions de personnes qui le suivent. L'entreprise espère déclencher de nouvelles habitudes de visionnage parmi cette nouvelle manne de spectateurs. Alors, il faut préciser que c'est un contrat du coup de 100 millions non exclusif. C'est là où le mec a été extrêmement bon dans les négos. C'est-à-dire qu'en gros, on est venu, on lui a filé 70 ou 100 millions, on va dire, de dollars. Il s'engage pendant 2 ans à streamer sur Kik, mais c'est non exclusif. Donc ça veut dire que potentiellement, il pourra streamer toujours sur Twitch. Est-ce que c'est en même temps? Est-ce que c'est en décalé? Bon, moi j'ai pas le détail de tout ça, mais c'est non exclusif quoi. Pour autant, Félix Langiel pourra... Ah ben voilà, c'est ce qu'ils disent. Félix Langiel pourra continuer de diffuser ses discussions et parties de jeux sur Twitch, bien que le créateur ne compte pas être aussi actif sur la plateforme d'Amazon qu'auparavant. Kik n'a pas demandé d'exclusivité à sa nouvelle recrue. Donc voilà, il dit en gros... bon, je risque quand même d'être plus actif sur Kik que sur Twitch, vu le montant de l'opération, mais je fais ce que je veux. L'opération semble déjà porter ses fruits. Le dimanche 18 juin, Kik a enregistré 1 million de nouveaux inscrits en seulement 24 heures. Un record pour la plateforme qui a pu compter sur une nouvelle venue, Amouranth, donc on en parlera dans l'article juste après, la créatrice de contenu connue pour ses directs sur Twitch et son compte OnlyFans a elle aussi fait la bascule sur Kik. C'est ce que dit du coup l'article suivant. Donc on passe sur l'ADN. Tac. Et donc, c'est où qu'ils en parlent? Ouais, c'est là. En fait, elle a fait une espèce de clip où elle voit un peu elle voit un peu ce qui se passe en fait avec XQC et elle dit en mode ok, donc les contrats à 100 millions de dollars ont commencé, est-ce que je peux en avoir un quoi? C'est un peu l'idée. Elle met ça du coup dans un clip qui a été diffusé le 18 juin et du coup forcément elle a dû être contactée et elle aussi du coup a changé un petit peu de crèmerie avec un gros chèque. Donc cet article aussi de l'ADN est assez intéressant parce qu'ils disent donc ce n'est pas la première fois qu'un transfert de streamer d'une plateforme à une autre se produit. En 2019, Tyler Blevins, connu sous le pseudo Ninja, vous savez celui qui a les cheveux bleus là, avait signé avec Microsoft pour rejoindre Mixer, sa plateforme de streaming nouvellement acquise. Le transfert avait alors coûté 30 millions de dollars et aurait dû permettre à ce concurrent de Twitch d'attirer rapidement des masses de supporters. Beaucoup pensaient que l'application de Microsoft pouvait détrôner celle d'Amazon en proposant un service technique plus rapide et plus fiable ainsi que plus de visibilité et de possibilités de réussite aux streamers débutants. 1 an plus tard, la croissance de la plateforme ne dépassait pas les 0,2%, ce qui a obligé Microsoft à fermer. Et Ninja a fini par revenir, il est revenu du coup sur Twitch, mais il a été un peu vu comme un opportuniste et du coup il a eu du mal à retrouver un peu ce nombre d'abonnés qu'il avait au début. Les choses peuvent-elles être différentes avec Twitch? Point d'interrogation. Pour commencer, le contexte n'est pas le même. Alors que Mixer se concentrait sur l'amélioration technique et une meilleure visibilité, Kik souhaite surtout donner une plus grande liberté aux gros streamers. Ces derniers se sont plaints
des récents changements de politique de Twitch concernant le partage des revenus, rabaissé à 50-50 alors que c'était du 30-70 en leur faveur. Kick ne leur prendra que 5% des revenus et autorisera aussi des streams dédiés aux paris et jeux d'argent, une section que Twitch avait interdit en 2022. Donc ça, ça fait partie des choses un peu qui font pas mal débat, c'est que en termes de contrôle, j'ai l'impression que pour le moment, il n'y a pas grand chose sur Kick. Il y en a qui parlaient effectivement, je sais plus qui c'est qui avait fait un stream justement sur du Super Bowl, alors qu'ils n'avaient pas les droits de diffuser. Et également, je crois, du contenu porno, enfin des trucs, voilà, des débats, des trucs nazis, machin, enfin un truc trop chelou, quoi. Et donc, en termes de contrôle, voilà, c'est beaucoup plus de liberté. Pour combien de temps, je ne sais pas. Voilà, bah c'est ce qu'ils disent juste après. La plateforme est aussi réputée pour avoir une modération extrêmement légère, permettant à certains streamers de rediffuser du contenu sous droit d'auteur comme le Super Bowl, du contenu pornographique ou bien d'organiser des débats avec des néo-nazis. Cette liberté sera-t-elle suffisante pour renverser l'empereur du streaming? Rien n'est moins sûr. Kick accueille chaque jour 110 000. Alors ça m'étonnait quand même. C'est pas un petit Kick, hein. 110 000 streams chaque jour, alors que Twitch en accueille en moyenne 245 000 avec plus de 31 millions de visiteurs journaliers. Mais en fait, ça veut dire quand même 110 000 versus 245, c'est quand même, ça commence à être un acteur sérieux, quoi, de mon point de vue. Alors, qu'est-ce que vous dites dans le chat de tout ça? Donnez-moi votre avis sur sur ce débat-là. Je rattrape, j'ai vu qu'il y a pas mal de commentaires. Tac, tac, tac. Alors, attendez. Hop, voilà. The Viking Dev, coucou à toi. LinkedIn n'est pas toxique. Ah oui, ok, bah, pas de problème. Pas de souci, t'as raison. Regarde la route, c'est bien plus sécure. Donc j'imagine que c'est un petit troll là, le LinkedIn n'est pas toxique. Olivier, le caressage dans le sens du poil, la mise en valeur à outrance, c'est toxique. Pour moi, ça dégouline de j'en ai une plus grosse que vous, mais de façon professionnelle. Ah, tu parles de LinkedIn. Nombre de posts qui est instructif ou bienveillant et quasi. C'est vrai que LinkedIn, bon, chacun a ses avis. Je m'exprimerai pas spécifiquement là-dessus, mais je suis. Ouais, j'avoue que c'est. Ouais, il y a des choses qui sont bien. Moi, je trouve que ce qu'il y a de bien sur LinkedIn, c'est que tu as une découvrabilité qui est un peu meilleure. J'ai l'impression, surtout avec ton réseau, c'est-à-dire les gens que tu connais. Quand tu postes un truc, les gens que tu connais, ils vont voir. Là où des fois sur Twitter, même les gens qui te follow, des fois, bah, ils voient pas passer. Après, ouais, c'est bullshit à mort, quoi. Vraiment, il y a beaucoup de bullshit, quoi. C'est très. J'ai le plaisir de vous annoncer que un post sur ça un post sur deux qui commence par ça, quoi. Mais bon, bref. The Viking Dev, j'ai pas de soucis sur LinkedIn, je n'ai que du contenu qualitatif. Mais encore une fois, ça dépend de l'utilisation que vous en avez. C'est juste ça. Hein. Ça dépend comment vous utilisez vos réseaux. Dans tout système, il peut y avoir du bon et du moins bon. C'est avant tout une affaire d'utiliser les choses intelligemment. Bon, après, je dis pas, vous allez sur le dark web, il y a quand même pas, il y a de bonnes chances que vous ayez des trucs, des bails chelous, mais ce que je veux dire, c'est voilà, typiquement sur des réseaux sociaux, même sur TikTok, hein, il peut y avoir des choses cool, hein. Mais ça dépend de la façon dont vous consommez votre contenu. Techniquement, si l'algo est censé coller à ce que vous aimez, à ce que vous consommez, voilà, normalement, il peut y avoir moyen. Après, il y a toujours ce phénomène de boucle infinie. En fait, ça qui est chiant, c'est que en gros, tu t'intéresses à un truc et il t'enferme vraiment dans ce truc-là, et après, c'est difficile d'en ressortir. Ou alors, tu vas regarder pendant une demi-heure ou voire 30 minutes un contenu, je sais pas moi, sur de la voiture. Tu vas t'intéresser à le dernier crossover qui est sorti, alors que les voitures, t'en as rien à faire, mais là, juste, ça t'a trigger. Et bien derrière, tu vas avoir, je sais pas combien de posts en fait, qui vont être dédiés à ça, quoi. Donc ça, c'est un peu relou. Mais après, je pense qu'il y a certains réseaux, ça dépend aussi de comment vous les utilisez, quoi, clairement. Ah, j'ai l'impression que LinkedIn, ça fait débat. Dites-moi aussi, qu'est-ce que vous en pensez de Kik, effectivement, de ce mercato là, à coût de 100 millions. On a l'impression d'assister au dernier transfert de Neymar ou Mbappé ou Cristiano Ronaldo là. J'ai un peu la. Alors je sais plus, j'ai entendu ça, je ne sais plus où. Mais l'entreprise qui est derrière ça, attendez, je voulais regarder. Parce qu'il parle effectivement d'une société. Je vais taper Kick Streaming Société.
Donc il y a un truc de casino, blablabla. Mais j'aimerais bien savoir... Où est-ce que j'avais entendu ça, là, que c'était un truc saoudien ou je sais pas quoi. Enfin bref, c'est pareil, ça aussi, ça faisait beaucoup jaser. Mais je sais pas si c'est vrai ou pas. Tac. Si quelqu'un a l'info, je veux bien que vous m'aidiez. Alors, Stack, voilà, ça c'est le nom de la boîte. Et quasiment en ligne, nanana. Société constituée à Curaçao. Ah non, Chypre, ouais, aucun rapport. Je sais pas où j'ai entendu ça alors. Bon, peu importe. Tac, tac, tac. Ah ouais, ça aussi j'ai entendu ça, Olivier. Kik utilise AWS comme serveur. Alors ça c'est hyper étonnant, c'est-à-dire que Kik est un concurrent de Twitch qui appartient à Amazon, je vous le rappelle, utilise en fait les plus ou moins de ce que j'ai entendu aussi, je sais pas vérifier ou pas, mais que ils exploitaient justement des serveurs AWS, donc Amazon. Ce qui est assez étonnant du coup. Alors après, ça peut être aussi du coup un espèce de fake buzz en mode Kik contre Twitch, mais en réalité, comme Kik va utiliser du trafic qui va passer par les serveurs d'Amazon, indirectement, ça va aussi leur profiter. Et donc ça peut être aussi un coup de com tout simplement en fait en faveur d'Amazon à terme quoi. Salut Xavier, comment ça va? On est en train de parler du mercato. Alors je sais pas si est-ce que vous avez une proposition chez No Code France de transfert depuis Twitch vers Kik. Nous on n'a rien reçu encore. Hein. Je pense que le mail a dû se perdre. Mais voilà, il y a effectivement des streamers et streameuses, donc avec en tête XQC, un streamer canadien, qui a reçu, voilà, qui a signé un contrat de près de 100 millions de dollars pour aller streamer sur la plateforme concurrente Kik.com. Contrat non exclusif, donc c'est là où le mec a été super balèze. Mais voilà, si jamais vous avez des contrats de quelques millions chez No Code France, n'hésitez pas à nous partager le bon plan parce que je pense que nous, ça nous intéressera avec grand plaisir. Dernière chose avant de conclure sur ce dossier et d'enchaîner sur autre chose. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, du coup un article de Biggie hyper intéressant qui dit qu'il va y avoir un nouveau comment dirais-je, un nouveau statut. Donc comme je vous l'ai dit, quand vous streamez sur Twitch, vous avez au début il n'y a pas de statut. Après vous avez affilié qui est relativement facile à avoir. Ensuite vous avez au-dessus d'affilié partenaire. Donc là partenaire c'est 70 viewers de moyenne sur vos streams sur les 30 derniers jours. Ça commence déjà à être assez solide. Et ensuite, généralement, quand vous commencez à être gros streamer, il y a une espèce de notion de premium. Mais là, je pense que c'est un truc, c'est un peu d'un deal entre Twitch et vous. C'est pas des trucs, voilà, hyper. Et voilà, c'est des choses, je pense, au cas par cas. Et souvent, votre part de ce que vous touchez par rapport je dirais, aux abonnements dépend de ce statut. Quand vous êtes abonné, c'est du 70-30, mais 70 pour Twitch et 30 pour vous. Quand vous êtes partenaire, je crois que c'est 50-50. Et quand vous êtes premium, généralement, ils négocient un 70-30. Mais bon, ça c'est du cas par cas, comme je vous l'ai dit. Du coup, Big Geek nous révèle qu'il va y avoir un nouveau statut un peu intermédiaire. Twitch va reverser une commission plus importante aux petits créateurs, certainement suite un peu à toutes les polémiques qui se sont faites, et également à cette espèce de concours entre Kik et Twitch pour essayer un peu de remettre l'église au centre du village, si vous me passez l'expression. Alors ils disent Twitch, donc c'est l'article de Big Geek qui dit Twitch va donner aux streamers un avantage bien plus intéressant pour leur faire évoluer, pour leur faire étoffer leur communauté. Le service prévoit de mettre en place un programme Partenaire Plus, donc ça s'appellerait Partenaire Plus, qui versera aux créateurs populaires une part de 70% de leur revenu d'inscription net au lieu des 50% habituels, et ce jusqu'à 100 000 $ par année calendaire. Donc je pense que ça va être un statut intermédiaire entre partenaires et cette espèce de notion de premium là quand on vous contacte et que vous commencez un peu à négocier en direct. À mon avis, ça va être un statut un peu intermédiaire, ça va se situer au-dessus de partenaire. Un partenaire sera éligible en ayant au moins 350 abonnements payants récurrents pendant 3 mois. Quand on dit abonnement payant récurrent, c'est hors cadeau et Prime, les
les abonnements Prime. D'ailleurs, si vous avez des abonnements Prime, n'hésitez pas à les claquer sur cette chaîne, ça nous soutiendra et ça ne vous coûtera pas plus cher. Si celui-ci répond à ce critère, il recevra une part de 70% pendant les 12 mois suivants, qu'il reste au-dessus ou non de ce palier des 350 abonnements, et cela sera étendu sans limite de temps. Voilà. Partenaire Plus arrivera le 1er octobre et tous les créateurs qui remplissent les conditions sur les 3 mois précédents seront automatiquement intégrés. Le programme sera par ailleurs disponible dans le monde entier et n'offrira rien de plus que ce que les Premium Partners, donc c'est ce que je vous disais là, quand vous commencez à être vraiment très très gros, n'offrira rien de plus que ce que les Premium Partners ont déjà. Je pense que les Premium Partners, par défaut, ils ont le 70-30, plus des conditions, j'imagine, qui doivent être au cas par cas. Donc voilà pour ce petit statut intermédiaire. Je suis pas abonné Amazon, pas de Prime. Ah, dommage Olivier, tant pis. C'est pas grave, je continuerai quand même à diffuser mon contenu. T'inquiète pas, vu que tu m'es fort sympathique. Voilà un petit peu pour toute cette affaire. On va voir un peu ce que ça donne, hein, ce mercato. C'est hyper intéressant en tout cas de voir des gens qui viennent un peu essayer de détrôner Twitch. On va voir ce que ça donne. Moi je vous ai déjà donné mon avis sur la question. Je pense que c'est quand même quelque chose, c'est vraiment un produit d'appel, mais je ne vois pas comment est-ce qu'ils peuvent arriver à tenir sur la longueur quand on voit ce que coûte le streaming. Twitch, je pense que c'est un produit qui en fait est limite rentable, voire pas rentable pour Amazon, à mon avis. Enfin, en tout cas, c'est un peu le secret de Polichinelle c'est un peu la légende urbaine que tout le monde a en tête. Comment est-ce qu'ils peuvent arriver avec seulement 5% des dons à vivre sur quoi? Quel est leur modèle économique? Voilà. Derrière, ils ont une entreprise, je pense, qui doit foncer financièrement, mais pour combien de temps? Là est la question. En tout cas, ça a été une bonne opération communication, hein, mais il a quand même fallu claquer des ronds, quoi, hein. Donc voilà. Alors, sur un tout autre sujet, on va parler du coup du blog du modérateur et d'un article du coup Instagram qui déploie les canaux de diffusion pour tous les créateurs, ce qui change. Alors ça c'est intéressant. Nouveau format chez Instagram, les canaux de diffusion. Donc je lis rapidement. Après un premier lancement aux États-Unis en février dernier et une phase d'expansion auprès de créateurs influents dans le monde, Instagram annonce le déploiement à l'échelle mondiale des canaux de diffusion pour tous les créateurs. Alors de quoi il s'agit? Les canaux de diffusion, appelés aussi Broadcast Channels en anglais, représentent le nouveau format d'Instagram qui permet aux créateurs d'envoyer des DM à leurs followers, des messages directs à leurs followers. Une nouvelle opportunité en or s'offre à eux pour renforcer les liens avec leur audience à travers des messages écrits et vocaux, des images et des vidéos ou encore des sondages. De leur côté, les abonnés peuvent seulement réagir avec des emojis à ces messages et participer au sondage. Donc voyez-le un peu comme une espèce de méga conversation. Vous voyez là, d'ailleurs je vous partage un peu l'interface, comme ça vous pourrez voir. Voyez-le un peu comme une conversation classique Instagram. Quand vous faites des DM, quand vous échangez. Au niveau UX, c'est pareil, sauf que là, c'est de l'information qui est descendante, qui ne va que dans un sens, c'est-à-dire que je m'appelle, mettons, Lena Situation, je crée mon channel, tous mes followers peuvent arriver dans ce channel et je vais diffuser un peu de l'info, des sondages, des trucs comme ça, je vais leur écrire exactement comme un proche qui vous écrit tous les jours, etc. La seule différence, c'est que là, vous avez des milliers de fans en fait qui sont présents dans cette conversation et qui ne peuvent entre guillemets que réagir, faire des réactions comme ceci là, des réactions, des emojis, ou voilà, parier dans des sondages, enfin voter dans des sondages, etc., etc. Tac, tac, tac. Alors attendez, qu'est-ce qu'il y avait d'autre à dire là-dessus? Voilà, donc de leur côté, les abonnés peuvent seulement réagir avec des emojis à ces messages et participer au sondage. Des créateurs français de renom ont déjà pu créer leur canal à l'instar de Lena Situation. Vous voyez que je n'ai pas choisi l'exemple au hasard. Qui compte déjà plus de 700 000 membres et qui a connu l'un des taux d'adhésion les plus élevés, environ 2 fois supérieur à la moyenne, c'est ce qui est annoncé. D'autres noms ont été mis en avant par Instagram. Désolé si j'accroche, je ne les connais pas tous. Just Riyad, l'atelier de Roxane, Paola Locatelli, mais aussi des artistes tels que David Guetta et les Daft Punk. Et donc on a une citation du coup de Roxane Piana, qui est donc le compte, derrière le compte l'atelier de Roxane. C'est une nouvelle façon de partager avec mes abonnés. J'adore le concept de canal pour développer cette proximité en pouvant par exemple partager des projets secrets ou envoyer des vocaux hyper spontanés. Donc je pense que ça va être
une nouvelle façon, voilà, pour avoir un peu plus d'engagement et une façon de créer aussi de la proximité avec votre audience, puisque bah, il y a les posts un peu publics où tout le monde regarde, etc. Et ensuite, bah, là, vraiment, vous avez les fanboys et les fangirls, on va dire, qui vont venir et qui auront encore plus. Enfin, je pense que c'est limite toxique, hein, mais ça va créer en fait encore plus d'adhésion et de proximité. Et tu as l'impression. En plus, c'est ce format d'un message, tu vois. Tu as vraiment l'impression que tu parles avec la personne que tu as en face, quoi. Donc voilà. Nouvelle fonctionnalité annoncée. Donc, en parallèle du déploiement mondial des canaux, Instagram annonce les nouveautés suivantes pour les créateurs. La collaboration entre comptes. Il sera possible donc pour les créateurs d'inviter d'autres comptes à rejoindre leur channel, disponible dans le monde entier. Un onglet dédié aux canaux de diffusion dans la messagerie, donc ce sera vraiment à part de vos messages. Les utilisateurs pourront y accéder facilement et découvrir de nouveaux channels, donc ça c'est en test. Des questions rapides, les créateurs pourront obtenir des réactions et des réponses de la part de leurs followers, pareil ça c'est une feature qui est en test. Et puis après d'autres expérimentations, d'autres outils, par exemple programmer une date et une heure d'expiration du canal pour avoir un canal mettons qui soit éphémère. Imaginons vous voulez créer un événement ou un truc comme ça, ben voilà, ça peut être éphémère. Ajouter des modérateurs, par exemple pour aider les membres, les messages et pour aider à gérer les membres, les messages et le contenu, et puis partager un lien ou un aperçu du canal dans leurs stories. Cela pourra aider les followers, pourra encourager les followers à les rejoindre. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme information là-dessus? Bon, ils expliquent comment est-ce qu'il faut créer un canal. Et cette dernière remarque, et pas des moindres, hyper importante, à savoir, le déploiement des canaux de diffusion est en cours pour tous les créateurs. Ce déploiement peut prendre plusieurs semaines, c'est pourquoi il est possible que vous n'ayez pas encore la fonctionnalité. C'était pas du tout ça que je voulais vous dire, c'est celle-ci. Pour savoir si un créateur possède un canal de diffusion, il suffit de se rendre sur son profil et regarder dans sa bio, blablabla. Une condition à prendre en compte, pour rejoindre un channel de créateur, vous devrez impérativement vous abonner à lui. Et c'est là que c'est hyper intéressant et hyper malin, c'est que autant quand vous avez un compte Instagram public, les gens peuvent venir prendre de l'information, je sais pas, je pense à des journalistes, à des choses comme ça, ils peuvent prendre de l'info sans avoir à s'abonner. Or là, si jamais ils veulent, hello Freemat, merci beaucoup pour le follow, bienvenue à toi. Si ils veulent effectivement avoir cette info un peu exclusive qui sera dédiée, je pense qu'effectivement en termes de funnel, là on est vraiment le top, tout en haut ça va être vraiment le compte public avec tous les abonnements, les posts publics. Ensuite vous rentrez un petit peu plus dans on va dire dans l'entonnoir avec cette notion de canal, et vous avez nécessité de vous abonner pour pouvoir y entrer. Donc si vous voulez effectivement des infos exclusives machin, vous allez devoir vous rendre dans ces canaux. Et pour y rentrer, vous allez devoir vous abonner. Donc c'est hyper intelligent comme façon de faire, je trouve. Voilà, à voir dans le temps qu'est-ce que ça donnera, mais voilà. Voilà un petit peu pour cette actu. Je lis rapidement des commentaires. J'ai vu qu'il y en avait quelques-uns. Hop. Alors Olivier qui met AWS, c'est la vache à lait d'Amazon. C'est connu Amazon et c'est juste rentable. C'est juste rentable pour le moment. Depuis 2 ans, je crois. Il doit avoir un plan sur 10 ans avec Twitch depuis leur achat. Alors moi, de ce que j'ai entendu, je ne savais pas forcément, mais en fait, c'était aussi une espèce de plan machiavélique d'Amazon et une espèce de logique de vouloir en fait rentrer dans le secteur du jeu vidéo et d'être un acteur incontournable du jeu vidéo. Raison pour laquelle ils auraient aussi foncé sur la partie Twitch. Et ce qui explique aussi pourquoi, chose que je ne me expliquais pas jusqu'à présent, pourquoi est-ce que du coup ils changeaient pas en termes de marketing et que c'était toujours très orienté jeux vidéo. Mais en fait apparemment leur intérêt serait vraiment d'être un acteur incontournable du jeu vidéo, donc ils s'en foutent un peu des autres sujets quoi visiblement. Donc voilà. Salut JP, comment ça va? Alors je lis tes remarques Olivier, du coup Insta j'ai déjà ça avec un compte, c'est un feed unilatéral uniquement disponible sur l'app, pas le web, et cet Instagram pas du tout, je crois que c'est un rollout classique depuis 2 mois. Feed, je vois bien comme un OnlyFans que tu monétises. Ah peut-être, genre ouais comme un OnlyFans, ouais puis oui il y aura certainement peut-être si jamais ça prend, il y aura probablement effectivement une notion de paiement pour accéder à ce type d'infos, c'est fort possible, ouais. C'est fort possible.
Voilà, voilà. Écoutez les amis, je vois qu'il est 10h20. J'avais deux petits articles que je voulais vous partager. Je pense que je vais me les garder pour la prochaine fois. En revanche, chose que je voulais vous partager, c'est une petite ressource pour nos amis designers, designeuses UX. J'ai vu passer ça du coup callinspiration.com, très très cool, une espèce de repo dans lequel vous pouvez avoir en fonction de ce que vous recherchez comme typologie de tranquille, coucou fin de stream, ouais c'est pas grave JP t'inquiète, déjà t'es passé c'est cool. Et donc du coup, effectivement, ce que je voulais vous partager, c'est ça. Call to Inspiration, c'est en fait une liste de... Enfin, c'est un repo dans lequel vous pouvez choisir un type de composant quand vous faites vos designs d'interface. Je sais pas, moi, je veux voir des logins, par exemple, des formulaires de connexion. Et vous avez une palanquée derrière d'exemples qui vont vous permettre de vous inspirer, justement, et d'aller voir un peu ce qui se pratique. Par exemple, là, pour le coup, ce sont des formulaires de connexion. Mais après, si je vais upload par exemple des formulaires d'upload, hop, et je peux voir un peu certaines UI qui se font. Alors je pense que peut-être c'est quelque chose qui n'est pas si vieux que ça parce que c'est pas encore méga alimenté, mais je trouve ça intéressant d'avoir par feature en fait, voilà, toute une voilà, les tables par exemple, d'avoir tout un tas d'exemples et j'imagine que ça va être agrémenté. Là, ça date de 2023, donc voilà, je pense que c'est relativement récent, mais en tout cas, mettez-vous ça de côté, ça peut être une ressource assez intéressante à conserver de côté si jamais ça vous intéresse.